Bonjour Mel, Bonjour Sandrino, comment vas-tu? ça va très bien, merci et toi? Mais ça va bien. Alors tout d'abord, je te remercie d'avoir accepté ma demande d'interview. Je t'ai proposé aujourd'hui cette interview car tu viens de sortir ton premier livre qui s'appelle Oui, Manuel pour en finir avec les relations foireuses. J'aime beaucoup le titre et la couverture. merci. Il vient d'être publié là, je crois, il est sorti le 21 septembre, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, Octobre. Oui, septembre, on est en septembre. octobre. Mm. Septembre, aux éditions Contredire. Il est disponible en librairie et en ligne sur les sites habituels, Fnac, Amazon, etc. Alors tout d'abord, Mel, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui. Bah, écoute, je voulais te remercier d'abord de m'avoir invitée. Moi, je suis très contente qu'on puisse faire cet échange ensemble. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Mel, donc Mélanie, mais je préfère qu'on m'appelle Mel. Je suis donc love coach et conseillère sentimentale. Voilà, je suis spécialisée dans les problématiques de dépendance affective. Et je viens de sortir un livre parce que j'ai remarqué que, en tout cas, moi, les problématiques que j'accompagne, c'est toujours un peu les mêmes. Et c'est toujours pour des personnes qui se retrouvent un peu coincées dans des relations foireuses. Et donc, ça me tenait à cœur de leur créer un manuel où il y a tout écrit de A à Z pour en finir avec les relations foireuses. Voilà. Alors, il y a quelque chose que tu n'as pas dit. Alors je te pose la question. Vu Oui. la couleur de la couverture, c'est pour les femmes ou les femmes et les hommes? Alors, c'est un livre qui s'adresse aux femmes, qui est écrit du coup avec des termes féminins, effectivement, parce que moi, c'est ce que je connais, enfin, c'est le vocabulaire que j'ai l'habitude d'utiliser vu que la majorité des personnes que j'accompagne sont des femmes. Mais voilà, les conseils sont valables autant pour les femmes que pour les hommes. Ok. Comment, tout d'abord, tu définirais une relation foireuse? Alors, moi, dans relation foireuse, je mets plein de choses. Je mets tout ce qui n'est pas une relation heureuse, en fait. C'est Donc, pas mal de dire comme ça, c'est l'opposé. voilà. Donc, ça va être autant les relations vraiment qui sont catégorisées comme toxiques que ben, les relations qui sont pas faites pour exister. J'entends par là les relations où on est obligé de forcer, toujours forcer et que l'autre personne ne fait pas sa part du boulot. Voilà, toutes les relations en fait opposées à une relation saine où tu as deux individus qui ont à cœur d'être dans cette relation et qui la maintiennent. Pour moi, ce sont des relations foireuses. D'accord. Alors, ton livre, il est divisé en trois parties, trois grandes Oui. parties. La Mhm. première, alors je vais schématiser, hein, la première sur les schémas amoureux et plutôt sur l'analyse du passé. Oui. On parle des blessures, etc. La seconde, elle est plutôt orientée sur la confiance et l'estime de soi. Et la troisième, elle aborde l'amour, les choix de vie, les choix de partenaire. Mm. J'ai beaucoup apprécié ton livre justement parce qu'il était complet. J'y reviendrai à la fin de l'interview, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses et j'y reviendrai un petit peu plus tard. On va commencer par la première partie. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept de schéma amoureux? Oui, alors c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler et que moi j'utilise beaucoup. Alors un schéma amoureux, ça va se caractériser par des actions qui sont répétées et qui sont toujours les mêmes d'une relation à l'autre. Ça va être des comportements que nous, on va avoir qui sont identiques. Ça va être des choix de partenaires qui vont être identiques. C'est le fait de connaître un schéma amoureux, par exemple, ça va être le fait de connaître toujours la même dynamique relationnelle, les mêmes ruptures, les mêmes choix de partenaires, etc. Je sais pas si c'est clair. D'accord. Oui, c'est clair. Ouais. Euh, Moi, ce que j'avais remarqué, c'est que parfois les schémas amoureux, pour un regard aiguisé de coach, par exemple, et de l'extérieur, tu peux les identifier plus facilement. Parfois, de l'intérieur, enfin, pour la personne même, c'est pas toujours facile à distinguer parce que parfois, le schéma il n'est pas si clair que ça. Oui, Toi, est-ce que tu pourrais peut-être donner quelques conseils ou savoir comment quelqu'un pourrait identifier s'il est dans un schéma amoureux, en fait? OK. Ben, c'est un peu reprendre, dans la définition que j'ai donnée là, voir, si c'est toujours le même type de partenaire, mais effectivement, parfois, on peut avoir des partenaires différents, mais quand même retrouver le schéma amoureux. Donc c'est plus, quelles sont les dynamiques qu'on retrouve à chaque fois dans la relation? Comment est-ce que moi je me sens dans la relation? Est-ce que c'est des relations où je me sens toujours étouffée? Est-ce que c'est des relations où je me sens jamais en sécurité? Ça va vraiment être par rapport à ce que la personne, ressent et vit. Ou pareil, parfois les ruptures peuvent être différentes, dans, qui a quitté qui, comment ça s'est passé. Mais pourtant, il peut aussi y avoir un schéma amoureux de
Qu'est-ce que je ressens dans la rupture? Qu'est-ce que, ça me fait dire de moi, cette rupture? Voilà, de revenir à soi. Est-ce qu'on peut se débarrasser d'un schéma amoureux? Et si oui, comment? Oui, bah, oui, 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 sinon on Bonne serait pas nouvelle, sinon ça aurait été dur quand même. ouais, c'est clair. Non, non, oui, tout à fait. Bah, déjà, la première étape et de toute façon, c'est l'étape, dont il y a besoin pour tous les changements, c'est la prise de conscience. Donc c'est se rendre compte d'abord qu'on est coincé dans un schéma, quel type de schéma c'est. Après faire toute l'analyse de, voilà, d'où ça vient, comment est-ce qu'on en est arrivé là et cetera. Et puis, en fonction de ces réponses, ben, faire des choix différents et c'est avec les choix, c'est en mettant en place des nouveaux comportements, des actions différentes par rapport à tout ce qu'on a connu dans le passé qu'on peut changer de schéma amoureux et se retrouver dans un nouveau schéma amoureux qui sera plus, adapté pour nous. D'accord. Dans ton livre, tu évoques également la notion, de type d'attachement et qui peut expliquer d'ailleurs les schémas amoureux. Exactement, ouais. Ces types d'attachements, ils peuvent poser de grands problèmes. Enfin, ils posent de grands problèmes dans nos relations. Est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer, pourquoi c'est important de connaître son type d'attachement? Oui. Donc, bah, comme tu l'as dit, le type d'attachement, de toute manière, ça va aussi influencer, le style de schéma amoureux dans lequel on se retrouve. C'est hyper important de connaître son type d'attachement parce que du type d'attachement, découlent plein, plein de choses qui vont influer la relation amoureuse. Nos comportements, nos pensées, ce qu'on va attendre d'une relation, ce qui va nous satisfaire, ce qui va nous déplaire et cetera. Donc le style d'attachement amoureux d'une personne, influe sur toute sa dynamique relationnelle en amour. Donc en connaissant son type d'attachement, on arrive à mieux se comprendre, à comprendre pourquoi on réagit, de telle manière, à comprendre pourquoi est-ce que notre partenaire réagit de telle manière ou non aussi. Il y a 4 styles, d'attachement amoureux à l'âge adulte. Vous avez le style d'attachement, le plus sain qui s'appelle, l'attachement sécure. Donc là, c'est vraiment quand, ben, on a confiance en soi, on a confiance en l'autre, on a confiance en la relation et on aborde vraiment la relation de manière saine, comparé à tous, les autres styles d'attachement. Ensuite, il y a l'attachement, amoureux anxieux. Donc ça correspond aussi à les dépendants affectifs. Souvent, ils se retrouvent dans ce style d'attachement, anxieux. Moi, c'est les personnes que j'accompagne le plus. Ensuite, il y a donc les attachements anxieux, c'est les personnes, bah, qui vont être anxieuses en amour, qui vont avoir besoin de beaucoup de réassurance, beaucoup de sécurité, beaucoup de validation, heu se sentir beaucoup, ouais, très, très valorisées par la relation, qui vont avoir besoin de la relation. L'attachement amoureux évitant, c'est un peu l'opposé d'anxieux. C'est ceux qui ont, voilà, peur de l'engagement, attention, peur de l'intimité, peur d'être trop, intime, peur de dépendre de quelqu'un. Et souvent les anxieux et les évitants, qui sont l'opposé, s'attirent. Et enfin, le quatrième type d'attachement, c'est l'attachement désorganisé. Donc ça va être un mix de, l'attachement anxieux et l'attachement, évitant. D'accord. Hem, est-ce que une personne tu disais justement que les anxieux, les attachements anxieux vont être attirés par des attachements évitants. Mmh. Est-ce qu'une personne avec un attachement anxieux peut vivre sereinement avec une personne qui a un attachement évitant? Ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils se disent: «Non, je vais peut-être essayer de trouver quelqu'un de sécure parce que ce sera quand même plus simple»? Alors, de toute manière, c'est toujours plus simple avec les sécures, On est d'accord? on est d'accord? Alors, oui et non. Pour le côté serein, je ne sais pas. En tout cas, pas au début. Par contre, c'est pas forcément des relations qui sont vouées à l'échec à partir du moment où les 2 partenaires sont conscients de, leur, style d'attachement et acceptent le style d'attachement de l'autre et essayent quand même de communiquer au mieux et de trouver des solutions à chaque fois pour que les besoins de l'un et l'autre soient comblés. Mais du coup, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, est-ce que ça peut fonctionner s'ils ne travaillent pas sur eux, en dehors de la communication et de comprendre leur type d'attachement? S'ils travaillent pas sur eux, c'est compliqué. Moi, de ce que OK. je vois et de ce que je pense en connaissant ces 2 styles d'attachement, c'est compliqué parce que, les 2 ne seront jamais satisfaits, les 2 ne seront jamais contents parce que, ben, les limites de l'un correspondent aux attentes de l'autre. Les besoins sont complètement, à l'opposé. L'anxieux, il va avoir besoin, par exemple, d'être toujours avec son partenaire alors que l'évitant, au contraire, il va avoir tendance à fuir.
Et donc, il y a toujours au final l'anxieux qui va un peu courir derrière l'évitant qui va sentir une pression constante de la part de l'anxieux. Généralement, c'est des relations, qui sont pas très enfin, au sein desquelles les 2 partenaires ne sont pas forcément épanouis et tant qu'il y a pas un travail qui est fait, en tout cas, sur ces styles d'attachement, c'est compliqué. D'accord. Ça me fait penser du coup, à une remarque, une question. On voit beaucoup de techniques sur internet pas dire de manipulation, mais des techniques pour attirer un partenaire à soi, le faire s'engager dans la relation. Et du coup, est-ce que quelqu'un d'anxieux, avec des techniques, parce que là, du coup, ça me fait penser au «suis-moi, je te fuis-moi, je te suis», c'est pour ça. Mmh. Est-ce que quelqu'un avec une technique peut faire fonctionner son histoire ou pas? On va dire: «Allez, on va prendre un anxieux qui veut faire, attirer lui et s'engager un évitant». Est-ce que ça peut fonctionner sur le long terme? Pardon, parce que Voilà, c'est exactement le 1er mot que j'allais dire, c'est pas sur le long terme. OK, Impossible. Parce qu'avec si on est obligé d'utiliser des techniques, ça veut dire qu'on n'est pas nous-mêmes de base. Donc déjà, nous, le statut qu'on prend, les actions qu'on entreprend et cetera, elles sont pas naturelles. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir maintenir sur du long terme. En plus de ça, si un partenaire va être attiré par nous parce qu'on a utilisé certaines techniques, ça veut dire que sans ces techniques, il n'aurait pas été forcément attiré par nous. Donc, est-ce que la relation est vraiment faite pour exister et pour durer? Voilà, donc c'est toutes les techniques qu'on peut voir, je vois de quoi tu parles, toutes ces techniques-là, voilà, «Fuis-moi, je te suis», faire le silence radio, machin, être mystérieuse, blabla. C'est des techniques qui vont marcher, mais qui vont marcher sur des personnes qui sont pas forcément sécures, parce qu'une personne sécure, elle est lasse de ça, elle ça l'intéresse pas les jeux, la manipulation. Et si ces techniques marchent vraiment, elles sont pas tenables sur le long terme de toute manière. C'est mon oui, avis. parce que la femme mystérieuse ou l'homme mystérieux, quand on est en couple depuis 10 ans avec des gamins, le mystère, je suis pas je suis pas sûr qu'on arrive à le faire tenir. Pour séduire peut-être. C'est ça. Hem, c'est intéressant du coup, oui, effectivement, c'est que, c'est ce que j'ai retrouvé dans ton livre, c'est pour ça que j'ai abordé le sujet, c'est l'authenticité, certaines valeurs, la communication plutôt que d'essayer de manipuler l'autre ou de dominer l'autre dans une relation, qui peut fonctionner effectivement sur le court à court terme, mais à long terme ne fonctionnera pas et sera voué à l'échec Mmh, et du coup, ça pourrait devenir une relation foireuse. exactement. Et de toute Alors, manière, ouais, j'ai envie de rebondir là-dessus. De toute manière, c'est une relation foireuse de base parce qu'à partir du moment où il y a besoin de technique, c'est que c'est pas très sain et authentique et bienveillant tout ça, quoi. d'accord. Alors, je vais passer à la seconde partie du livre où tu parles, de confiance en soi, entre autres, hein, et d'estime de soi. Oui, J'ai remarqué que les personnes avaient souvent du mal à les distinguer. C'est-à-dire qu'elles arrivent, elles disent: «J'ai pas confiance oui. en moi, j'ai un problème de confiance en moi», Mmh, alors qu'en creusant un petit peu, ben, on voit que la source, elle est plutôt du côté de l'estime de soi et c'est normal, c'est pas non plus leur métier, hein, mmh. voilà, eux, ils ressentent un manque de confiance. Est-ce que toi, tu peux nous dire la différence justement entre l'estime de soi et la confiance en soi et comment les distinguer du coup? Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vrai que, on a généralisé le terme confiance en soi, mais ce qu'entendent la plupart du temps, les gens sous ce terme-là, c'est un problème d'estime de soi et l'estime de soi, ça va être le jugement ou l'évaluation qu'on va faire de nous-mêmes. Le jugement qu'on se porte, sur soi-même, la valeur, le jugement qu'on se fait sur sa propre valeur. D'accord, Voilà. C'est vraiment quelque chose, qui est en lien avec, notre intérieur et la confiance en soi, c'est plus, lié avec la capacité d'agir, avec est-ce qu'on se sent capable de résoudre un problème ou d'atteindre, tel ou tel objectif. C'est plus lié avec, l'action. OK. Comment parce que tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui se demandent: «Bah, alors comment je peux développer ma confiance et on va dire l'estime de soi, si souvent c'est l'estime de soi qui est cachée derrière un problème de confiance en soi. Comment je peux développer cette estime de soi? Parce que et on le voit aussi dans ton livre, il y a énormément d'actions à entreprendre, pour les développer. Il y en a qui sont spécifiques d'ailleurs à la confiance en soi, hein, Mmh. et d'autres à l'estime de soi et d'autres qui vont servir pour les 2. Toi, tu commencerais par quoi? Tu t'y prendrais comment? OK. Alors déjà, pour répondre à ta question d'un point de vue global, vaste sujet. Vaste sujet parce que comme tu l'as dit, ben, l'estime de soi, c'est un petit peu la partie, pardon, émergée de l'iceberg et après il y a tout ce qui se cache en dessous, tout ce qu'on nous, on peut travailler en coaching. Donc vaste sujet, beaucoup de choses à faire, à ne pas faire aussi. Par quoi commencer? Je dirais d'abord, de commencer à développer un petit peu plus de bienveillance envers soi-même.
Parce que souvent, quand on manque d'estime de soi, il y a aussi toute la partie, autocritique et le jugement qu'on peut avoir sur soi-même qui est très, très fort. Commencer à développer un petit peu plus de bienveillance et d'acceptation envers soi-même, envers, ses parts d'ombre, envers, ce qui va pas, envers ce pourquoi on se sent nul. Parce que souvent, il y a une phrase, que j'aime beaucoup qui dit: «Ce à quoi on résiste persiste». Et donc plus on va se dire: «Je suis nul, j'ai pas confiance en moi, j'ai pas une bonne estime de moi, j'arriverai jamais à rien», plus on va à l'encontre de soi en se disant ça, en se disant: «Je devrais pas être comme ça, je devrais être autrement», plus ça coince. Donc je dirais la première étape, voilà, développer un petit peu plus de bienveillance, envers soi-même. Un peu le fait de le concept de se traiter comme notre meilleur ami? Voilà, bah, moi j'allais dire, parfois les pensées qu'on va avoir envers nous-mêmes, elles sont extrêmement dures et jamais on n'oserait parler comme ça à notre enfant ou à un enfant. Donc déjà commencer, par mettre un petit peu plus de bienveillance et d'acceptation, envers nous-mêmes, envers, nos comportements, envers ce qui va pas et ce qui va. Surtout ce qui va pas. D'accord. Ton livre, il est plutôt orienté pour les femmes. Est-ce que tu penses que ces problématiques de confiance en soi et d'estime de soi, elles sont plus répandues chez les femmes que chez les hommes? Non, non, confiance en soi est un merveilleux problème qui touche tout le monde. Qui touche tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Je posais la question parce que j'aime pas les généralités, voilà. Je te posais quand même la question, et je sais qu'on peut pas se fier forcément à nos impressions, mais j'ai quand même le sentiment que les femmes sont plus sensibles au regard des autres, en fait, que les hommes. En tout cas, autour de moi, je remarque, et dans les coachings, que les femmes ont cette sensibilité de enfin, elles se comparent beaucoup. Alors, je dis pas que les hommes ne se comparent pas, hein, ce serait faux, mais elles, elles vont souffrir d'une comparaison. C'est du moins le sentiment que j'ai et par rapport à ce que moi je connais et que j'ai vu. Est-ce Oui, que toi qui es une femme et toi qui accompagnes des femmes, est-ce que ça, tu l'as identifié ou pas dans tes oui. accompagnements? Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de caché derrière ça? Oui, oui, la partie, comparaison aux autres, jugement de la société, regard des autres, même regard de la famille, de ses proches et cetera, c'est très développé, chez les femmes et encore plus chez les femmes qui ont un manque, d'estime d'elles-mêmes. Oui, parce que du coup, la comparaison va créer la dévalorisation. Voilà, c'est ça. D'accord, OK, Les 2 sont interdépendants de toute manière. d'accord. C'est vrai que nous, quand on se compare, c'est vrai que ça c'est pas trop arrivé de dire, de voir un bel homme et de dire, d'aller me dire: «Ah moi je suis moche» ou je sais pas quoi. Oui, C'est plutôt dire, «Oh là là, il est bien lui quand même, hein». voilà, oui. Plus Ouais, dans le ouais. sens, de prendre conscience juste qu'il y a des personnes qui sont, bah, hommes ou femmes, hein, Mmh. finalement, hein, Ouais, qui sont belles ou qui sont plus voilà, voilà. qui ont des choses en plus par rapport à nous Mmh, et toute la j'allais dire problématique, pas problématique, tout l'enjeu est de s'accepter, nous et nos différences par rapport aux gens qu'il y a autour de nous. mmh. Sachant qu'il y a des personnes qui sont, entre guillemets, «mieux que nous» sur certains aspects, mais il y en a aussi qui sont moins bien. Ouais. Bien heureusement, ça peut être comparé dans tous Oui, les ouais, sens. ouais. Mais c'est exactement ça, en fait. C'est, tout le travail que les personnes vont faire sur leur confiance en elles, sur leur estime d'elles-mêmes. Le but, c'est pas de se dire: «Je suis le meilleur» ou «Je suis la meilleure». Le but, c'est se dire: «Je suis comme ça, je l'accepte, c'est chouette. Il y a des gens qui sont différents de moi et c'est pas parce que moi, je vais les juger» parce que c'est même pas ils sont meilleurs ou ils sont moins bien, c'est je vais juger qu'ils sont meilleurs ou moins bien, que ça va avoir un impact, sur notre valeur. Ah et vous les hommes, effectivement, vous allez vous arrêter à là, à lui, il est bien, lui, il est moins bien que moi et les femmes, elles vont aller plus loin dans la réflexion de, «Ah bah, qu'est-ce que ça veut dire sur moi? Ah bah, je suis pas comme elle, elle est mieux que moi, donc moi, ça veut dire que je ne suis pas assez bien». Après, même si ça peut concerner les hommes, c'est vrai qu'on en avait discuté la dernière fois, les magazines féminins, n'aident pas quand même. Mmh. Bon, il y a aussi, alors je regarde pas, je lis pas les magazines masculins. Bon, on les voit aussi en kiosque avec les beaux abdos, tout ça. Ouais. Mais il y en a moins déjà que les magazines féminins, je pense et puis je pense que les hommes, lisent moins ce type de magazines que les femmes. Donc est-ce qu'il n'y a pas finalement, je vais pas dire un système, mais en tout cas le contexte, l'environnement que tout le monde connaît du coup et notamment ces Oui. magazines, ce qu'on voit à la télé, Mmh. ben, ça n'aide pas à s'aimer en fait. Ouais, complètement, complètement. Je pense qu'il y a beaucoup, de tort qui a été causé à l'estime de soi, féminine, de par effectivement la société, de par, les médias, les magazines, après les réseaux sociaux. C'est en train de changer,
et c'est le début du changement. Ça fait un moment qu'on nous rabâche qu'il faut être la plus fine, la plus musclée, la plus celle avec des formes, la plus gentille, la meilleure épouse, la meilleure voilà. Et c'est il y a toujours eu cette notion, en fait, de comparaison et d'être mieux, 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 mieux que les autres. C'est pas mieux que soi-même, mieux que, celle qu'on était il y a un an, parce que ça, c'est bien, ça fait partie de l'évolution. C'est mieux que tout le monde, mieux que les autres. D'accord. C'est intéressant parce que finalement, on c'est on les magazines ne nous parlent pas, mais en fait, il y a un message que ça renvoie et c'est nous Oui. qui du coup l'interprétons. Mmh. C'est-à-dire même si on n'a pas de problème, si on n'a vraiment pas de problème et qu'on s'accepte, ça devrait pas nous toucher. Mais très souvent, forcément et surtout dans notre développement, j'imagine déjà à l'adolescence, c'est encore plus compliqué, mais Mmh. par la suite, on a toujours ce message inconscient que l'on reçoit finalement, et qui nous accompagne un petit peu toute notre vie. OK et surtout pour vous les femmes, hein, c'est pour ça que je voulais insister là-dessus, parce qu'effectivement, j'aimerais pas être une femme. Voilà, donc bravo. Merci. Il Mais faut ce que vous endurez. c'est marrant ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, moi, je suis trop contente d'être une femme. Mais tu vois, dans mon adolescence et même dans, mon jeune âge adulte, je disais tout le temps que j'aurais préféré être un homme, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, qui ont des problèmes qui ne servent à rien et qui n'ont pas lieu d'exister et que, ben, chez les hommes, c'est beaucoup plus, enfin voilà, vous avez des problématiques, nous avons des problématiques que vous n'avez pas. Effectivement, effectivement. Après, c'est vrai qu'on a tous nos injonctions, Oui, c'est vrai. sois une bonne épouse, nous c'est, sois fort. Ouais, sois Après, on forte. hérite de certaines choses. Mais vous, je Ouais. pense que vous avez, il y a un contexte historique surtout Oui, de comment sont traitées les femmes, comment étaient oui. traitées les femmes, Mmh. qui à mon avis n'aide pas. Effectivement, il faut plusieurs générations Oui. avant d'aller, se libérer. Et je ne sais pas si, ce sera total cette libération, mais se libérer un petit peu du rôle de la femme, hein, je dirais, dans la société, Mmh. effectivement. Alors, on va passer à une thématique importante de ton livre. C'est la troisième partie, qui est l'amour. Bon, quand même. Hem, c'est quoi pour toi l'amour? Vaste sujet aussi. Eh oui! Vaste sujet, je dirais alors vu que là, on est en train de parler, du cadre des relations amoureuses, je dirais que pour moi, l'amour, c'est un choix. C'est, le fait de se dire: «OK, je connais une personne, je vois ses défauts, je vois ses qualités, je vois ce qui me plaît, je vois ce qui me plaît pas et jour après jour, je vais faire le choix conscient d'aimer cette personne, de faire en sorte que cette personne, elle soit, heureuse, de contribuer à son bonheur». D'accord, j'aime cette définition. C'est un amour en conscience, je Voilà, c'est traduis. ça, c'est ça. C'est Parce ça, que c'est une si des si on part du principe que l'amour est un sentiment ou une émotion, par définition, un sentiment ou une émotion, ça ne dure pas dans le temps. Donc si, il y a des personnes qui cherchent juste à avoir effectivement ces émotions et ces papillons, ça va être compliqué de maintenir une relation amoureuse durable, dans laquelle on se sent bien et dans laquelle on aime toujours l'autre. d'accord, C'est pour ça que je parlais vraiment de la notion de choix conscient. OK. Alors ça me fait penser à quelque chose, c'est que, c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent, «L'amour ne se contrôle pas». Oui, L'amour ne se contrôle pas. Donc tu dis: «Bah si, on peut choisir d'aimer quelqu'un». Alors d'aimer, on peut choisir quelqu'un ou pas, parce qu'on peut aimer quelqu'un et le quitter, on est oui, d'accord? tout à fait. Si on est ensemble, et que je te fais du mal, que j'ai une personnalité toxique Mmh, et que toi tu as des sentiments pour moi, tu peux mmh, décider de, quitter cette relation parce qu'elle te fait souffrir. Donc c'est pas oui, que tu n'aimes plus la personne, oui, c'est que tu la quittes parce que la relation est mauvaise pour toi. exactement. Donc ça reste un choix, même s'il y a des Voilà. sentiments. Ouais, OK. c'est ça et tu vois, si on prend l'autre côté, faire le choix de, continuer à rester avec une personne, bah, c'est même, je sais pas si, ton partenaire, pendant 3 mois, il a un projet hyper prenant, hyper important, au boulot et qu'il est tendu et qu'il est, infect. C'est se dire aussi: «Bon, ben, là, j'ai envie de l'étriper, mais voilà, je sais que c'est une passade, je sais C'est comment il est au fond temporaire. de lui et cetera. Je continue à faire le choix conscient de l'accompagner». D'accord, bon, j'espère que sur une histoire de 30 ans, si c'est que 3 mois, Voilà. on peut lui voilà, on peut lui pardonner, après ça dépend. Après, il peut avoir du Oui. boulot et pas être infect, hein, aussi, hein, bon, Bah, exactement, oui, oui, non, mais de toute manière, de toute manière.
Voilà. Après, bon, moi, c'est vrai que j'ai un enfant et sans être infect, c'est vrai qu'on est fatigué, Voilà, c'est parce ça. que, dans les premières années, on se lève, la nuit, enfin, surtout les premiers mois. Forcément qu'on n'est pas au top de nous-mêmes et en termes de Voilà. gestion des émotions, on n'est pas dans les premiers mois de la relation, quoi. Mmh. C'est ça, La exactement. bienveillance, elle peut être là, la bienveillance peut être là, alors bien heureusement. Ouais. Mais, bon, on peut ne pas on n'est pas forcément au mieux de Ouais, de c'est ça. notre personnalité, de notre caractéristique, forcément. Mmh. Hem, Tu abordes dans ton livre, plusieurs points importants par rapport à l'amour. C'est notamment ce qui est, acceptable et pas acceptable, c'est-à-dire les limites, mettre des limites. De nombreuses femmes ne savent pas, ce qui est acceptable ou pas en amour. Parfois, elles se disent, ben, elles vivent quelque chose, mais elles savent pas. Alors, en parlant avec leurs amis, elles peuvent le savoir ou elles vont regarder sur internet: «Je vis une relation» et finalement, comme il y a pas de standard, on peut pas savoir, ben, est-ce que c'est normal ou pas qu'ils me traitent comme ça? Ou est-ce que c'est normal que ma relation soit comme ça? Mmh. Parfois, elles se disent: «Bon, bah, je suis pas si mal que ça» ou tu Ouais. vois? Toi, qu'est-ce que tu leur dirais à ces femmes? Comment tu pourrais définir cette limite entre ce qui est acceptable et pas acceptable? Alors, les limites, elles sont toujours propres à chacun, propres à chacune. Donc c'est vraiment à chaque femme de se poser avec elle-même et de se dire: «Ben, quel type de relation amoureuse j'ai envie de vivre? Comment est-ce que j'ai envie d'être traitée? Comment est-ce que je n'accepte pas d'être traitée?» Voilà. Tu vois? Parce que les seuils de tolérance, sont différents, pour chacune, les attentes sont différentes pour chacune, ça c'est OK. Mais par contre, à mon sens, je dirais qu'il y a des limites qu'on devrait toutes avoir et que tous d'ailleurs, les hommes aussi, hein, c'est, quand il y a violence, que ce soit violence physique ou violence, psychologique. Ça pour moi, c'est des limites qui sont à poser et qui sont, infranchissables. Et je dirais qu'une autre limite, c'est quand on n'est plus heureuse dans la relation, mais que vraiment la relation nous tire vers le bas. OK. Donc qu'il y a d'autres choses hors, violence qui vont faire en sorte que cette relation nous tire vers le bas. Et dans ce cas, c'est pareil, une limite pour moi qu'il faut pas, dépasser, qu'il faut pas laisser dépasser. Dire, par exemple, que notre partenaire n'a pas forcément une mauvaise intention, une intention Oui, malveillante envers nous, il est pas violent, il est pas mais peut-être que son contexte ou sa manière d'être, par exemple, s'il est tout le temps négatif ou, voilà, exactement. qu'il se plaint tout le temps, tous Mmh, les jours, au bout d'un moment, ben, on va plus le supporter et c'est pour ça que tu dis que c'est propre à chacun ou à chacune, c'est qu'à un moment donné, bah, ce ressenti, il est intérieur aussi. C'est-à-dire qu'à un oui, moment donné, cette personne qu'on aimait, bah, on va plus supporter d'être avec elle et pour toi, ça va être 3 mois, pour, quelqu'un d'autre, ça va être 6 mois ou voilà. et effectivement, il y a pas de, c'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, quelqu'un peut ne pas être quelqu'un de mauvais, en fait, en Mmh, soi, mais avoir un impact négatif dans notre vie ou ne pas nous rendre heureux parce qu'il y a des choses qui ne dans nos attentes, on va venir juste après justement, ça va nous faire une belle transition, dans nos attentes dans de la relation qui ne sont pas, qui ne sont pas comblées en fait, tout mmh, simplement. c'est ça. Justement donc sur ces attentes qui sont un petit peu un complément enfin un petit peu à l'opposé, mais des limites, on a tous des attentes dans notre couple et il y a une question qui revient régulièrement comme pour celle des limites, c'est: «Comment savoir si j'en demande trop ou pas à mon homme? Mmh. Est-ce que je suis Ques trop exigeante ou pas?» Ouais, question très intéressante. Bah, il y a tout un passage dans le livre, où je parle de ça et je donne des exemples, concrets. Alors déjà, ben, de la même manière que les limites sont très personnelles, les attentes, c'est pareil. On n'a pas tous, les mêmes attentes, face à notre partenaire, face à nos relations amoureuses. Hem, donc c'est vrai que si on n'a pas de trame, c'est compliqué de savoir, OK, est-ce que c'est moi qui en demande trop ou pas assez? Surtout dans les relations, où tu as 2 personnes qui vont pas forcément être conscientes entièrement d'elles-mêmes et qui vont chercher à avoir raison et à tirer un petit peu la couette de leur côté. Et si on va demander conseil à nos amis qui sont dans le même type de relation, ben, on peut entendre tout et son contraire. Donc, c'est d'abord revenir à soi, toujours, OK, comment est-ce que j'ai envie de me sentir? C'est surtout par rapport à ça qu'on va savoir ce qui est juste ou pas. C'est comment j'ai envie de me sentir? Comment est-ce que j'ai envie d'être traitée? Quelles émotions j'ai envie d'avoir? Est-ce que, je suis capable de combler moi-même déjà ces besoins ou ces émotions?
et à quel pourcentage j'ai envie que ce soit mon partenaire qui y réponde. Voilà. Parce que, comment expliquer? C'est vraiment un sujet hyper complexe, tu vois? Et je trouve que sans exemple, c'est dur d'avoir une réponse catégorique. Mais par exemple, pour le fait de passer du temps avec son partenaire, il y a Un des exemple personnes qui concret. vont pardon? Ça, c'est un bon exemple. C'est un exemple Voilà. concret du temps. Voilà, ben, il y a des personnes qui vont, avoir besoin d'être tout le temps avec leur partenaire. Typiquement les anxieux, souvent c'est ça, qui ont besoin d'être collés à leur partenaire et qui vont, ben, péter un câble quand le partenaire, il va avoir besoin d'une soirée pour lui, pour un peu souffler ou même, voilà, faire sa vie à lui. Heu ben, tu vas avoir le même d'autres personnes qui vont, vouloir le voir de manière un peu plus, «normale» entre guillemets. Quoi qu'il y a pas de normalité dans la relation de couple, mais voilà, moins souvent, en tout cas plusieurs fois par semaine, on va dire, pour l'exemple. Mais si le partenaire, lui, il va avoir une tendance, plus évitant ou qu'il est très pris par autre chose et qu'il peut pas répondre à ce besoin, ben, il va tirer un peu la couette vers lui en disant à son ou sa partenaire, «C'est toi qui en demandes trop». Et donc c'est vraiment revenir à soi de: «OK, de quoi j'ai besoin? Comment est-ce que je peux m'apporter ça déjà à moi?» Et ensuite, ben, le compromis, en fait, avec l'autre. Ça va surtout être ça. Et je pense qu'avant de dire: «Tu me donnes pas assez» ou «Tu en demandes trop» ou «Tu me donnes trop», c'est se poser tous les 2 de: «OK, de quoi tu as besoin? De quoi j'ai besoin? Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, ça matche?» Ça nécessite donc que la personne, on va dire, qui soit, par exemple, celle qui a un attachement, qui est en dépendance, qui a besoin tout le temps d'être avec l'autre, sache qu'elle est en dépendance et sache C'est que son ça, besoin est déséquilibré. voilà. Parce que, après, si elle est avec quelqu'un qui est en dépendance affective, ils sont en codépendance affective et du coup, temporairement, ça pose pas de problème. Voilà, c'est Ils ouais, sont sur le même rythme, en c'est fait. ça, c'est ça. Et effectivement, à partir du moment où la personne va être avec quelqu'un de même de sécure ou avec quelqu'un d'évitant, c'est encore pire du coup, Mmh, forcément, il va y avoir un déséquilibre dans la relation et ça va poser problème. Ce c'est qui est ça. intéressant dans ton livre, je crois que c'est aussi le cas pour les limites, c'est que finalement, tu donnes des exemples, hein, en fait. Je crois qu'il y a un tableau, alors Oui, j'ai pas noté la page, c'est dommage. Mais tu donnes un tableau de choses, je crois, enfin de limites qui pour toi sont acceptables et pas acceptables, si je me souviens bien. Et pour les attentes aussi, je crois qu'il y a quelque chose, en tout cas, il y a des tableaux et qui permettent quand même d'avoir plutôt que des de partir exemples. de rien, voilà, Oui, de partir de rien en se disant, bon, de quoi j'ai besoin, est-ce que ça c'est normal ou pas, bah, mmh, d'avoir quand même, voilà, j'appellerais ça un petit cadre de référence quand même, avec certaines choses, voilà. avec Mmh, des éléments sur lesquels on peut quand même déjà partir pour faire un travail sur soi, mmh, pour pas partir de rien. Ça, c'est important. c'est ça. Écoute, merci en tout cas pour cette réponse. Oui. Attends, je l'ai Euh, retrouvé si jamais tu veux. vas-y. Voilà, Où que tu est-ce trouves. qu'il est? Ouais, bah, dans le bouquin, il y a plein de questions justement d'introspection pour aider les gens à je l'ai pas du tout trouvé. Euh, Ça doit être après. c'est vrai que je voulais te le dire. C'est sur la fin. Moi, j'ai bien aimé ton Pourquoi livre c'est là? justement parce qu'il y a pas mal de travail d'introspection. J'aime Mmh, beaucoup tout ce qui est introspection. Je pense qu'on ne peut pas grandir, avoir des prises de conscience on peut avoir des prises de conscience en lisant, juste en lisant des livres, en regardant des vidéos, des articles. Mais mmh, je pense que le travail sur soi, la progression, la maturité, elle vient en regardant en soi. Et pour regarder en soi, il faut se poser des questions. Et ce n'est pas juste en y pensant comme ça. Il faut une démarche structurée, il faut se oui, poser des bonnes questions. Et le fait de disposer d'exercices écrits, de se poser des questions qui sont écrites et d'y répondre, de jouer le jeu, pour moi, il est important dans le fait de grandir, de mûrir et d'aller vers plus de conscience de nos relations mmh, pour c'est sortir des exactement. relations foireuses. Oui, Donc, il y a beaucoup d'exercices de questionnement dans ton livre, et ça, je trouve ça super. Il y a pas mal aussi d'exemples de coaching et ces tableaux j'ai qui retrouvé la page permettent. si Alors tu là, je veux. suis juste tombé sur les red flags et les green flags. Ouais, Mais voilà. Mais c'est vraiment, vraiment complet et voilà, je souhaitais le souligner en fait, hein. merci. Si jamais tu veux qu'on c'est page 199 le tableau avec les attentes et les exemples Alors, concrets. nous sommes en direct. Ah voilà, effectivement, les attentes en amour, tu fais un tableau avec attentes réalistes, attentes Voilà, irréalistes.
Ouais. Et tu donnes effectivement des exemples. Par exemple, attente réaliste, vouloir savoir ce qu'est la relation, la définir clairement. Mmh. Attente irréaliste, vouloir un homme parfait ou qu'il le devienne. Voilà. Donc, voilà, ça donne toujours des pistes pour réfléchir et pour avancer, C'est ça. pour réfléchir à notre relation, ce qu'on Ouais. veut, ce qu'on ne veut pas. Et oui, tu voulais dire. Bah, en fait, le problème avec les attentes, c'est que quand il y a 2 partenaires qui sont conscients de leur schéma, de tout ça, de leur style d'attachement et cetera, il y a moins ces problématiques-là. Mais donc j'ai écrit ce livre pour les femmes qui sont abonnées aux relations, foireuses un petit peu. Quand on se retrouve face à un partenaire qui n'a pas encore, voilà, fait un travail sur lui, qui est pas du tout conscient, de son style d'attachement, des dynamiques qu'il amène dans une relation, c'est compliqué effectivement de savoir, ce qui est légitime de demander ou pas. Si la personne en face, elle nous dit elle Hmm. fait simplement, que nous dire: «Bah, tu deman ça c'est trop, ça c'est pas assez, là tu en demandes trop, là tu» enfin voilà. C'est compliqué après de savoir, OK, est-ce que c'est lui qui a tort est-ce que c'est lui qui a raison ou est-ce que c'est moi qui ai raison? Et c'est pour ça que Ouais, j'avais mis un petit peu ce tableau de quand on est face à quelqu'un qui est pas du tout conscient et qui fait, que nous renvoyer la balle de, «C'est toi qui es trop, c'est toi qui es pas assez». Hem, voilà, c'est plus compliqué, d'y voir clair et c'est pour ça que j'avais donné un petit peu des exemples, plus concrets, dans le livre. ça me fait penser à quelque chose, c'est que même si quelqu'un fait ce travail hein, et arrive à progresser, à faire des choses, voilà, à mettre plus de conscience dans ses relations, si elle est avec le partenaire qui ne se remet jamais en question, et ça, je l'ai déjà vu, qui n'a jamais tort et qui ne se remet pas en question et où il y a une problématique à résoudre, c'est mort. Oui, c'est mort. Et souvent, les personnes aimeraient que la personne en face d'elles communique, ou en tout cas remettre en question au moins, oui, on communique, juste communiquer, de parler de quelque chose, d'avancer sur une thématique, une problématique. Mais c'est vrai que si on est seul à faire la relation, à vouloir qu'une relation évolue, ça ne peut pas fonctionner. Non, on Ça peut peut pas pas ramer fonctionner. pour, le bateau en entier. Eh oui. Euh, alors ensuite, par rapport à cette thématique d'amour, il y a de nombreuses femmes qui n'arrivent pas à, et de nombreux hommes aussi, hein, mais on parle des femmes qui n'arrivent pas à trouver l'amour parce que souvent elles ne sont pas prêtes. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas digéré leur relation précédente. Elles ont encore leur ex en tête, soit elles le regrettent, elles sont dans la tristesse, soit peut-être elles leur en veulent, elles sont dans la colère. Quel conseil, toi, tu donnerais à quelqu'un qui n'arrive pas à avancer suite à une rupture? OK. Bah, déjà se faire accompagner, hein, parce que ça va toujours plus vite et on va On est toujours d'accord? vers le bon chemin. Mais sinon je dirais, ben, déjà, il y a tout un travail émotionnel à faire à mon sens pour, se libérer de toutes ces émotions-là qui nous emprisonnent, comprendre leur message, avancer avec, parce qu'une émotion, c'est juste un message du corps, hein, faut le rappeler. Et puis un gros travail sur le pardon aussi. Pardonner, ben, son ex et se pardonner à soi surtout. Voilà, d'avoir, peut-être accepté ou d'avoir peut-être contribué à ce que la relation ne marche pas. Heu, donc voilà, travail émotionnel, le travail sur le pardon et puis ce qui aide aussi, beaucoup les personnes à avancer et à se remettre, d'une rupture, ça va être, trouver un nouveau sens à sa vie. Donc voilà, s'investir dans un nouveau projet, reprendre des objectifs, voilà, être tourné vers l'avenir et puis uniquement, vers cette relation passée. D'accord. C'est une démarche qui est plus compliquée chez quelqu'un qui est anxieux, on est d'accord? Enfin, qui a un attachement Tu un anxieux, attachement qui est en anxieux? dépendance. Hmm. Oui. Oui, oui, parce que l'anxieux, il va être focus sur, j'ai perdu ma drogue. Je suis Oui, c'est ça, puisqu'on parle hein, de une des dépendance. les dépendants, c'est j'ai besoin de ma drogue, j'ai besoin de mon partenaire, c'est lui qui va m'apporter, la sécurité, l'affection, l'amour. J'ai perdu ça, je meurs, je suis bloquée, je ne peux plus vivre. On en revient aux croyances limitantes. Voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, de toute C'est manière, c'est vrai ça. qu'on n'en a pas parlé, aujourd'hui, mais dans tout le travail, sur l'amour, sur les relations amoureuses, sur l'estime de soi même, il y a, un gros point à faire sur, les croyances qui nous alimentent parce que c'est vrai que autant elles peuvent être ressources et nous tirer vers le haut, autant elles peuvent nous bloquer, pendant pas mal de temps. OK. Alors, toi, en tant que coach, quelles sont, même si tu l'as dit un petit peu au début de l'interview, quelles sont les problématiques que tu rencontres le plus dans tes accompagnements?
Moi, ça va vraiment être, des femmes qui sont pour la plupart du temps dépendantes affectives et qui se retrouvent, dans des relations foireuses, à vouloir faire en sorte qu'une relation fonctionne ou faire en sorte que, un homme, les apprécie enfin comme elles, le veulent. Souvent, c'est des hommes évitants ou des hommes qui s'en fichent un peu. Voilà, et donc on travaille sur, l'aspect dépendance affective, sur l'aspect, confiance en soi et sur l'aspect, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une relation amoureuse? Qu'est-ce qui est OK? Qu'est-ce qui est pas OK? D'accord. OK. Si tu devais donner un seul conseil, c'est pas facile. Un seul conseil aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? Waouh! Parmi Hem, parmi les 300 pages du livre, tu as un voilà, seul conseil à donner. super. Alors Question piège. un con le je pense le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de commencer, déjà commencer en fait, soit le travail sur soi, soit à comprendre, soit à guérir et de jamais s'arrêter en fait surtout. Je pense que c'est ça, ouais, c'est jamais s'arrêter. C'est à partir du moment où vous avez un problème, allez, chercher à le résoudre et pas s'arrêter et vous allez tomber, il faut toujours se relever, continuer à avancer. À votre rythme, hein, le but c'est pas d'être, une machine, qui veut aller vite et qui devient, stressée à l'idée de pas avancer. Mais c'est juste en fait, ouais, jamais, jamais s'arrêter, je dirais, ouais, ça. Jamais s'arrêter. Parce que, le chemin, une fois qu'on a commencé à guérir et à se libérer de tout ça, ce vers quoi on tend à la fin, c'est tellement chouette et tellement beau. Mais parce que aussi la vie, en fait, nous mettra toujours des bâtons dans les roues et c'est hyper important de développer cette, persévérance et cette combativité. OK. Bah, écoute, Ouais. merci pour cette réponse. C'est vrai que je pense que le il y a plusieurs étapes dans la vie. Je pense que la première, c'est la prise de conscience, parce qu'on ne Voilà, peut pas savoir qu'on toujours. doit travailler sur nous si on n'a pas de prise de conscience qu'il y a un problème Oui, qu'on génère nous. C'est voilà. la Et tu en parles dans les schémas, puisque d'ailleurs tu le dis c'est quelque chose que tu abordes dans la première partie du livre. Tout part d'abord d'une prise de conscience. Il y a un problème, mais en fait, finalement, ce problème, je croyais que c'était extérieur, mais non, il est chez moi, ce problème. Eh oui! Donc, une fois que tu as prise de conscience, de dire, bon, ben, si c'est de mon côté, il va falloir que je fasse un pas pour avancer et commencer à changer des choses. Ce qui n'est pas forcément facile parce qu'on préférerait que ça vienne de l'extérieur, hein, on Mais est d'accord. bien C'est plus sûr. difficile, c'est mieux que de changer la réalité, que les autres changent plutôt que c'est nous qui changions. Mmh, Et après, oui, c'est le travail de toute une vie, en fait, de changer, de s'améliorer, mmh. d'apprendre à se connaître aussi. Je remarque on n'a jamais terminé puisque de toute façon on C'est ça. évolue, il y a toujours des choses à Ouais, apprendre sur nous. Après, c'est sauf que exactement peut-être on ça. en apprend moins, on apprend différemment, ou peut-être que c'est plus doux, je sais pas, enfin Ouais, comment l'exprimer, mais effectivement, c'est le travail d'une vie. Et c'est vrai que souvent les personnes, je remarque elles veulent être pressées, elles sont pressées, c'est: «Ah, j'ai ce problème, je veux le résoudre tout de suite». oui, Mais attends, ton problème tu l'as depuis 40 ans, 30 ans, 50 ans, si déjà tu travailles pour le résoudre, c'est bien, ne sois on n'est pas dans l'urgence en fait, on est dans mmh, l'amélioration. c'est ça. Et donc ta réponse, je la trouve bien en cela, c'est que le but, c'est de prendre conscience et d'avancer sur son chemin et ne pas s'arrêter parce que bon, bah, voilà, on a toujours des choses à apprendre. Mmh. C'est vrai que Donc c'est, pardon, je te coupe. non, vas-y, on est là pour C'est vrai que ça. c'est intéressant que tu aies, parlé de ça parce que, quand les personnes viennent me voir pour la première fois, elles ont aussi cette croyance de: «Ben, je vais faire un coaching» ou même les gens qui vont en thérapie avec des psys, c'est: «Je vais en thérapie et après ma vie, elle sera cool, j'aurai plus de problèmes». C'est pas comme ça que ça se passe, en fait. C'est moi, j'aime bien la métaphore de l'oignon. C'est il y a un problème, on résout le problème, ça enlève une couche et puis à chaque fois, bah, il y a des couches en dessous et ces couches, jusqu'à ce qu'on meure et qu'on quitte cette terre, elles seront toujours là et on va résoudre une problématique et ben, il y a une autre problématique qui va apparaître derrière. Tu C'est vas la les faire beauté. déprimer les gens qui écoutent là. Mais non, 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 c'est justement, Je rigole. c'est sortir de l'idée de, «Ça y est, je vais, faire un coaching, je me lance dans le dev perso, après ma vie, il y aura plus jamais de problème et moi je serai toujours bien et j'aurai plus d'émotions négatives». Ben, c'est pas ça, c'est on avance et par contre, ce qui est cool, c'est qu'au fur et à mesure des couches, on a de plus en plus d'outils, on a de plus en plus, de lâcher prise et on arrive de mieux en mieux à gérer. Voilà. Ouais, non, mais en fait, ce que j'entends, c'est que en fait, c'est pas qu'on aura plus de problèmes, c'est qu'on va les voir, on va les percevoir différemment et on va les gérer différemment et on va surtout gérer
nos comportements, nos croyances, nos émotions différemment, puisqu'on va comprendre des choses. C'est Et ça. notamment, il y a toute cette notion de rapport à l'ego, hein. On parlait de comparaison au début, de se comparer aux autres. Bah, à partir du moment où déjà on va arrêter de se comparer, ça c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est pas un problème qui arrive juste de l'extérieur. À la base, la comparaison, on la fait quand même de manière intérieure. C'est nous qui Mmh, la créons aussi, cette comparaison. mmh, Et bah, déjà, si on arrive à ne plus se comparer ou à se comparer de manière positive, neutre ou positive, ben, effectivement, ça va changer notre réalité, ça va changer des choses, c'est ça. effectivement. Donc voilà. Bah, écoute, Mel, merci beaucoup pour Bah, écoute, cette merci à toi. interview. Merci pour tes réponses. Je rappelle que ton livre, il est sorti le 21 septembre. Il est disponible en librairie. Alors, pour les gens qui ne savent pas, quand un livre n'est pas disponible en librairie, voilà, il est là. Quand il n'y est pas, vous le demandez en fait, il le commande, c'est si simple. Mmh, Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas dans la librairie, c'est juste qu'il faut le commander, enfin, il faut demander à la librairie, au libraire qui le commande. Et si vous préférez les achats en ligne, hein, voilà, chacun son truc, vous avez Amazon, Fnac, etc. Vous avez pas mal de plateformes. Voilà, choisissez celle que vous préférez. Tout simplement. Ton livre, j'y reviens. Donc, comme je disais, il est complet. Il y a de nombreux concepts, les types d'attachement, les blessures, des choses dont on n'a pas parlé aujourd'hui, parce que sinon on en aurait eu ouais. pour 4 heures. Oui. Le triangle dramatique, la communication non violente, les langages de l'amour. Il y a pas mal d'exercices, il y a des quiz, des questions d'introspection, il y a des mantras, il y a des diagrammes. J'ai bien aimé les diagrammes, j'aime bien ce qui est schéma. Mmh. Il y a les récits de coaching. Il y a, ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a une approche saine et équilibrée des relations, basée sur des valeurs, le respect, choix de vie, responsabilité, Mmh. autonomie, etc. Et des valeurs qui sont importantes, je pense, je vais dire pour moi, c'est surtout pour la réussite des relations, hein, en fait. Et il n'y a pas de langue de bois, et ça, c'est appréciable, tout simplement. Donc, je mettrai la référence du livre dans la description de la vidéo pour la chaîne YouTube et du podcast, dans la description du podcast. Mmh. Et avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux sociaux Oui, ou sur donc ton moi je site? suis très active sur, Instagram, donc vous pouvez me Mhm. retrouver, sous Mel-du-bas Love Coach. Voilà, j'ai également une chaîne, YouTube qu'il faut que je continue à alimenter, mais principalement sur Instagram, ouais, et via Instagram, vous avez, le lien dans la bio, qui renvoie vers mon site internet, vers, les réseaux sociaux, vers le lien pour commander le livre et cetera. Ok, super. Bah, écoute, merci Mel, Bah, et puis merci à à toi. bientôt. Oui, à très vite, à bientôt.